Dans un monde habité par 7 milliards de personnes, où peut-on commencer à chercher un de nos proches qui a disparu? Des centaines de milliers de personnes ont disparu pendant des périodes de conflit ou de répression dans au moins 85 pays tout autour de la planète. Tandis que ses pères, mères, fils et filles restent disparus sans explication, leur famille continue à chercher des réponses. Extraño tanto tus besos, tus abrazos. Vivirás hoy para siempre. Las estrellas iluminaron tu camino. Hijo mío, por siempre te amaré. Porque vivos se los llevaron, ¡vivos los queremos! vivos se los llevaron, ¡vivos los queremos! Sacos solidarios de Mantián. Qui ont eu lieu depuis 2006, c'est-à-dire depuis le début de la guerre contre le narcotrafic. Toutes ne sont pas considérées comme des disparitions forcées. Je vous rappelle que les disparitions forcées, c'est par des agents de l'État ou par des agents ou par des groupes en lien avec l'État. Et on sait qu'il y a aussi des enlèvements et des disparitions qui sont en lien justement avec la criminalité organisée ou d'autres causes. Malheureusement, comme il n'y a pas d'enquête, on ne peut pas tous les qualifier, mais dans tous les cas, l'ampleur de ces disparitions est un phénomène important. Et ce qui s'est passé le 26 septembre 2014 à Iguala, dans l'état du Guerrero, est tout à fait symptomatique, mais aussi extrêmement symbolique de la situation des disparitions, puisque 43 étudiants ont été enlevés et depuis ont disparu. On a retrouvé les restes d'un seul d'entre eux, les 42 autres restent disparus. Ce qui est terrible dans ce contexte, et comme dans le contexte général des violations au Mexique, c'est l'inertie, voire le cynisme de l'État que nous avons dénoncé justement au moment des 2 ans de cette disparition de l'État, et plus particulièrement du président Peña Nieto, qui non seulement n'a rien fait pour que ces enlèvements n'aient pas lieu, a tout fait pour entraver les enquêtes, et qui finalement continue à dissimuler et à nier la situation, en espérant qu'on se lassera, qu'on arrêtera de parler de la situation de ces étudiants, et d'où l'importance de ce film, de la réunion qui a lieu ce soir, parce que c'est aussi un moyen de montrer que nous n'oublions pas les 43 de Ayotzinapa. Nous avions invité l'ambassade du Mexique, bien évidemment, à se joindre à nous. L'ambassadeur du Mexique en France est à Mexico, il n'a pas pu venir, donc nous n'aurons pas d'échange avec lui. Mais en tout cas, ils savent que cette réunion a lieu, et ça c'est très important. Et on communiquera aussi sur justement la réunion, parce que c'est une façon de soutenir le combat des personnes sur place. Alors, ce film, dont Ludovic est co-réalisateur, a été fait à l'initiative d'Amnesty International Mexico, et on reprendra le débat tout à l'heure. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Merci beaucoup. Après toutes ces émotions, déjà Ludovic, pourrais-tu nous expliquer comment ce projet a eu lieu, et surtout, est-ce qu'il a été diffusé ailleurs, et comment ça a été pris au Mexique, puisqu'il a été diffusé au Mexique par Amnesty notamment? Voilà. Donc à l'origine de ce projet, c'est Amnesty Mexique. Au départ, l'idée originale, c'était de convoquer 43 réalisateurs pour faire 43 courts-métrages. Donc un pour chaque étudiant disparu. Après, pour des raisons techniques, au final, il n'y en a que 29 qui sont dans ce film. La règle du jeu, c'était de faire des courts-métrages de 3 minutes. Et chaque réalisateur a donc s'est arrangé pour produire son film. Donc c'est pour ça que vous voyez qu'il y a plein de genres différents. Il y a de l'animation, du documentaire, de la fiction. Il y a des productions très basiques, d'accord. Vous avez
une conversation sur Skype, et après le dernier court-métrage, une grosse production d'animation. Les réalisateurs ont été convoqués courant 2015, et l'avant-première a été faite en février 2016. Le film a été montré dans beaucoup de festivals au Mexique, et ensuite il a été montré aussi dans quelques festivals au Pérou, aux États-Unis. Je crois qu'il a été montré en France aussi, et dans le cadre de présentations un petit peu comme celle-ci. Alors l'idée aussi, c'est que les gens qui veulent passer le film dans une salle de cinéma ou dans une salle de réunion, dans un collectif, peuvent demander le lien à Amnesty Mexique et le télécharger directement. Il n'y a aucun droit à ce sujet. Et la seule condition, c'est que s'il y a une collecte qui est faite, elle doit être renvoyée pour les parents des 43 directement, même sans passer par Amnesty. Il y a eu des organes de presse qui ont suivi ce film, un petit peu comme les autres films qui ont été faits sur le sujet. Donc dans un certain milieu, on va dire qu'il y a eu un intérêt. Dernière chose, donc ce film, c'est juste c'est une opinion des différents... c'est plutôt des artistes par rapport à des gens qui ont fait des films qui étaient plutôt des militants. Là, cette fois-ci, c'est plus des cinéastes, des artistes qui, selon leur sensibilité, ont voulu s'exprimer sur le sujet. Merci beaucoup. Quant à toi, Marco, tu représentes le collectif Paris Ayotzinapa. Donc, peux-tu nous expliquer rapidement ce qu'est le collectif, mais surtout où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur les enquêtes, si on peut dire enquêtes? Bon, moi, je prends la parole pour le collectif Paris Ayotzinapa qui s'est formé quelques semaines après la disparition des étudiants. On s'est connus dans des manifs ici à Paris et on a décidé de s'organiser pour lancer des actions, traduire des communiqués, faire des manifestations et tout ça le faire de façon collective et anonyme. Du coup, le point sur l'enquête, j'imagine que vous savez déjà plusieurs que le gouvernement a lancé une version officielle que c'était la vérité historique, la soi-disant vérité historique, qui consiste au fait que les étudiants étaient pris pour des narcotrafiquants, la police locale les aurait arrêtés, délivrés au groupe rival Guerreros Unidos, qui les aurait tués et ensuite incinérés dans une décharge publique. Les parents, ils n'étaient pas du tout d'accord avec cette version, ils ont demandé un suivi de la part de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, un groupe d'experts, qui ont totalement démenti cette version. Sur beaucoup de points. D'un côté, le mobile, ça a été démontré que les étudiants n'étaient pas armés, qu'ils n'étaient pas liés au cartel de la drogue, qu'ils n'allaient pas boycotter un événement de la mairie, comme c'était dit, et que d'ailleurs toute la dynamique de l'attaque n'était pas pour empêcher les bus d'entrer à la ville d'Iguala, mais plutôt pour les empêcher de sortir. Ils lancent plusieurs pistes, et eux, ce qu'ils disent, c'est que le mobile le plus probable, c'est qu'ils auraient peut-être pris un bus qui était chargé de drogue et que la police locale et l'armée peut-être étaient impliqués dans ce trafic de drogue, ce qui aurait déclenché cette répression, on va dire. Alors, ce groupe d'experts, ils insistent dans une enquête de macrocriminalité parce qu'ils ont vu que dans un rayon de 80 km autour de la ville d'Iguala, il y a une action coordonnée entre les différents corps de police, l'armée et des groupes criminels. Après, ils n'ont pas pu continuer leur enquête. Le gouvernement mexicain a refusé de renouveler leur mandat. Il y a encore un suivi, mais qui est beaucoup plus léger, n'a pas donné aucun rapport. Et un des points importants qu'ils ont souligné, ce groupe d'experts, c'est que Thomas Herón, qui était le chef de l'agence d'investigation criminelle, le jour avant de trouver la preuve reine de l'enquête, c'est-à-dire le seul os qui a permis une identification d'ADN positif d'un des étudiants, le jour avant, lui, il était sur le site du lieu avec un suspect torturé sans avoir laissé aucun registre dans l'enquête officielle. Alors, le groupe d'experts a demandé une enquête interne pour voir les agissements de Thomas Herón et cette enquête n'a jamais été diffusée. Thomas Herón a démissionné de son poste au parquet fédéral, mais pour être promu dans un autre poste de la Commission nationale de sécurité qui dépend directement du président. Alors il a été promu, on ne l'a pas renvoyé, il a été promu. Mais il y a une journaliste récemment, en décembre, a publié un livre dans lequel elle a eu accès à ce rapport interne du même parquet fédéral, dans lequel ce rapporteur indique qu'il y a eu des agissements irréguliers, qu'il y a eu de la torture, et insiste sur enquêter
sur la police fédérale et l'armée, sur quel rapport, sur leur rôle qu'ils ont eu cette nuit-là. Un autre point que je voulais toucher, ça serait un peu la fin, c'est que pendant les enquêtes, à Iguala, ils ont trouvé beaucoup de fausses. Et ils ont essayé au début de dire c'est les étudiants. Mais après les preuves ADN, ça démontrait que ce n'était pas les étudiants. Et d'ailleurs, dans la décharge de Kokula, ce qu'ils sont d'accord, c'est qu'il y a eu au moins 19 personnes qui ont été incinérées dans cette décharge. Et probablement, on ne va jamais savoir qui c'était, parce que le gouvernement a essayé de nous vendre, a manipulé la scène du crime, a altéré les évidences, les preuves, pour essayer de faire passer ces personnes comme si c'était les étudiants. Alors, face à tous ces cadavres, bon, je dis cadavres, mais en réalité, c'est des restes humains, des fragments d'os calcinés qu'on trouve dans des fosses communes, ben, les gens, ils ont commencé à dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Donc, qui sont ces personnes? Et beaucoup de familles ont commencé à dire, ben, moi j'ai un proche disparu. Et dans tout le pays, se sont organisés des collectifs de familles qui partent à la recherche de disparus dans des champs. La particularité, c'est qu'ils les cherchent morts. Ils cherchent des fosses parce que les parents d'Ayotzinapa, ils continuent à les chercher vivants. Ça, c'est le cas, par exemple, du collectif Los Otros Desaparecidos de Iguala, qui s'est formé juste après la disparition des étudiants, mais qui maintenant a arrêté les recherches face à des menaces. On a d'autres collectifs, comme le collectif Solecito en Veracruz, qui, si je ne me trompe pas, en août dernier, ils ont trouvé une fosse dans l'état de Veracruz contenant plus de 100 restes humains, de 100 personnes différentes. Et tous ces collectifs se sont regroupés dans une chose qu'ils appellent la Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos. Ils ont déjà fait 2 à Veracruz, c'est-à-dire c'est beaucoup de collectifs qui se mettent ensemble et qui partent dans une région du Mexique où il y a eu où il y a des registres, où les gens disent qu'il y a des gens qui sont disparus, ils partent à la recherche des fosses clandestines. Mais eux, ils ne les ouvrent pas. Ils n'ouvrent pas les fosses parce que si tu ouvres une fosse, c'est altérer une scène de crime. Alors la seule chose qu'ils font, c'est signaler aux autorités, là il y a une fosse, là il y a une fosse, pour obliger les policiers à aller enquêter. Et d'un autre côté, la présence de la brigade encourage beaucoup de familles à dénoncer aussi, parce que beaucoup de ces familles, c'est la même police locale qui a disparu ces personnes, et c'est la même police qui doit enquêter sur ces disparitions. Alors les gens, ils sont terrifiés, ils ne dénoncent pas, et la brigade, c'est aussi pour prendre tous les témoignages des personnes et essayer d'identifier les lieux où on peut trouver les fosses. Un autre mouvement qui s'est fait, c'est le mouvement national pour nos disparus, que là, ils essayent, c'est plutôt dans un aspect juridique, légal, pour que les familles soient prises en compte dans la rédaction de la nouvelle loi de disparition qui devrait être votée la prochaine session. Ils sont déjà très en retard, mais normalement, ils devraient la voter. Et il y a beaucoup de résistance à admettre le niveau de disparition qu'il y a au Mexique. Et finalement, un peu pour conclure dans un ton un peu plus positif, pendant les recherches, les parents des disparus, les proches, ils ont voté un nouveau slogan qui en espagnol c'est « Buscándolos nos encontramos ». En les cherchant, on s'est retrouvés. Et je pense que ça applique pour les collectifs de parents de recherche, mais aussi pour les collectifs qui se sont formés à l'international, même pour les gens de ce livre, les artistes qui se sont réunis pour faire des illustrations, des films, des chansons. Moi, je suis content que malgré la tragédie, en les cherchant, pour notre cas, les étudiants d'Ayotzinapa, on a rencontré plein de gens en France, au Mexique, partout dans le monde, des gens solidaires, engagés et très critiques avec la situation au Mexique. Merci beaucoup. Quant à toi, Emmanuel, en fait, ce que l'on voit, c'est pour les étudiants de Ayotzinapa, mais en règle générale, tout ce qui concerne les disparitions et plus particulièrement les disparitions forcées, on voit que de toute façon, le gouvernement mexicain ne fait rien pour découvrir la vérité, ne fait rien pour enquêter. Au contraire, il est plutôt dans l'entrave. Alors, est-ce que tu peux, toi, nous partager ton expérience vue du comité de suivi, justement, des disparitions forcées? Comment la collaboration avec le gouvernement mexicain se déroulait, s'il a lieu, s'il y a des choses qui ont avancé? Non, d'abord, c'est un film qui est très fort et très émouvant, donc c'est important que ce film existe, parce que
les juristes travaillent sur des dossiers, on rencontre des gens, des familles de disparus, des ONG, mais là, il y a un impact de l'image. Et j'avais jamais vu l'école, par exemple. Et il y a des tas de choses dans ce film qui sont vraiment très, très bouleversantes. Alors, la Convention sur les disparitions forcées a été ratifiée par le Mexique parmi les premiers États. Donc, dès le départ, le Mexique est lié par ce traité. Ce n'est pas des obligations qu'on invente, c'est le Mexique souverainement qui a ratifié ce traité. Je crois que c'est important de le rappeler parce que souvent, par un nationalisme juridique qui est tout à fait légitime, le Mexique considère que le système national est formidable, que le système régional, quand ça les arrange, ils disent que c'est très bien, quand l'enquête va trop loin, ils disent que c'est très mal, mais que le droit international, c'est très lointain. Et par exemple, tout en ratifiant, le Mexique a refusé d'accepter un mécanisme de plainte qui est un mécanisme de recours internationaux qui aurait été utile. Donc chaque fois qu'on demande au Mexique d'accepter les plaintes individuelles, le Mexique dit non, c'est la souveraineté, c'est la séparation des pouvoirs, parce qu'il y a le Congrès, le Sénat qui a refusé d'accepter cette déclaration, sans dire qu'au Sénat, je crois qu'il y a la majorité qui est celle du gouvernement, donc avec un peu de bonne volonté, il pourrait y avoir cette acceptation d'un contrôle international. Mais même sans accepter ces plaintes individuelles, dans la Convention, il y a des outils qui sont très, très, très utiles. D'abord, il y a l'examen du rapport de l'État. Et dès le début, on attendait beaucoup le rapport du Mexique, qui a traîné en nous disant il y a l'alternance, donc il faut que ce soit la nouvelle équipe qui s'installe, donc il nous faut 1 an, 2 ans. Et le hasard a fait que le Mexique a rendu son rapport, je crois que c'était en février 2014. À ce moment-là, on avait plusieurs rapports d'autres pays en attente, les Pays-Bas ou d'autres pays intéressants, tous les pays sont égaux. Bon, c'est plus important d'examiner le rapport du Mexique que le rapport des Pays-Bas. Et ce qui est inhabituel aux Nations Unies, on a fait passer le Mexique en priorité, tout en laissant le temps d'avoir des contributions des ONG. Donc il y a une certaine lenteur institutionnelle pour avoir des contributions. Et tout ça est sur le site. Hein. Si vous regardez le site des Nations Unies, au dossier Mexique, il y a toutes les contributions des ONG mexicaines ou internationales. En espagnol, normalement, ce n'est pas toujours traduit, mais vous avez toutes les informations et on essaye d'avoir la plus grande transparence. Ce qui fait que le rendez-vous avec le Mexique était fixé de longue date en février 2015, sauf qu'il y a eu cet événement tragique du 26 septembre qui a donné un coup de projecteur à une situation qui était déjà très, très préoccupante. Là, il y avait beaucoup d'ONG, des familles de victimes, y compris des parents d'étudiants qui étaient là, et aussi des médias qui ont donné beaucoup d'importance à ce dialogue. Alors, après la présentation du rapport du Mexique, le comité a pris ce qu'on appelle des observations finales, donc c'est des conclusions avec des priorités, en mettant l'accent sur des disparitions à grande échelle dans plusieurs régions du Mexique et en les illustrant par l'affaire des 43. Le comité qui travaille de manière juridique a été prudent parce qu'il a dit, il n'a pas dit que c'était des disparitions forcées imputables directement à l'État et que c'était des disparitions qui étaient très inquiétantes et qui impliquaient que l'État fasse tous les efforts nécessaires pour retrouver les personnes disparues et élucider tous les cas avec la priorité donnée à la vérité, à la justice et à la réparation. Alors même ça dit de manière assez sobre et juridique, ça a beaucoup irrité les diplomates mexicains. Pardon, et depuis lors, on a des contacts assez difficiles. Le fait qu'on dise sur la base d'informations crédibles venant de partout, y compris de sources officielles internes, comme la Commission mexicaine ou certains ministères, qui a un phénomène de disparition à grande échelle, c'était une sorte de tabou ou d'outrage. Du coup, à chaque fois, le Mexique a essayé de faire bonne figure en disant qu'il faisait des réformes, qu'il y avait des lois, qu'il y a des choses, une loi générale dans les tuyaux. Et c'est vrai que le système fédéral est compliqué, puisqu'il faut qu'une vingtaine d'entités définissent son code pénal et incrimine les disparitions forcées. Donc déjà là, les autorités mexicaines ont cherché à biaiser un peu et à
pas jouer le jeu ou avoir une coopération difficile, alors que les recommandations du comité étaient sérieuses, sobres et utiles, constructives. Ce que je dis à chaque fois quand je vois des diplomates mexicains, c'est que le problème, c'est pas le comité, c'est les disparitions forcées. Et le comité ou la convention, c'est des solutions avec des normes internationales qu'il faut respecter pour avoir un véritable état de droit. Et donc, il ne s'agit pas de jouer avec, de tourner autour du pot, de jouer avec la vérité, et le comité est particulièrement vigilant. Donc, sur la base du rapport du Mexique, il y a ces observations finales, avec un suivi, et là aussi, on a fait un cas particulier pour le Mexique. Normalement, le rendez-vous de suivi, c'est 6 ans après, quand c'est la routine. Là, c'est au bout de 3 ans. Donc, au bout d'1 an, le Mexique a dû répondre à des questions prioritaires. Et 3 ans après, c'est-à-dire ça va arriver bientôt, c'est en février de 2018, on aura un nouveau rendez-vous avec le Mexique. Et je pense qu'on aura, là encore, un rapport complet du Mexique avec une audience publique à Genève. Donc, on recommencera à zéro, où on verra quelle est l'évolution générale de la situation, des lois, des politiques, des registres, parce que là aussi le Mexique nous a dit vous donnez pas de chiffres. C'est pas à nous de donner des chiffres, c'est à nous de veiller à ce que l'État fasse des enquêtes et des registres. Et dans les chiffres qui sont donnés, il y a beaucoup de confusion. Et s'il y a des chiffres, de toute façon, ça se compte en centaines ou en milliers. Donc là aussi, c'est un petit peu de mauvaise foi de dire que nous ne donnons pas de chiffres. C'est au Mexique de donner des chiffres et de faire des enquêtes efficaces. Alors ça, c'est un premier volet. Pour ne pas être trop long, il y a un deuxième volet dans l'action du comité, c'est que même si un État refuse les communications individuelles, donc les plaintes, nous avons un système d'appel urgent. Et depuis l'origine, on a eu à peu près 400 appels urgents, ce qui fait qu'au début, on n'était pas très connus. Le groupe de travail sur les disparitions forcées involontaires était plus connu et a toujours des appels urgents. Les familles de victimes peuvent s'adresser soit au groupe, soit à nous, selon leur préférence. Nous évitons qu'il y ait un double emploi et une sorte de concurrence qui serait contre-productive, ce qui serait utile et qui jouerait en faveur de l'État qui pourrait utiliser un organe contre un autre. Donc il y a un souci de cohérence. Mais sur ces 400 appels urgents que nous avons, il y en a à peu près 300 qui concernent le Mexique, dont les 43. À côté des 43, il y en a beaucoup d'autres. Et c'est seulement les appels urgents que nous recevons. Et on peut imaginer qu'il y a évidemment d'autres victimes qui n'osent pas nous saisir ou qui ne savent pas qu'il y a cette procédure ou qui pensent que cette procédure n'est pas assez efficace. Donc c'est des chiffres qui augmentent régulièrement. Et là, il y a des lettres assez techniques qui sont envoyées régulièrement par nos rapporteurs à l'État intéressé. Le plus souvent, c'est le Mexique, ça peut être aussi l'Irak, la Colombie, d'autres États. L'État doit répondre. Là aussi, l'État répond avec plus ou moins de diligence, de retard, en répondant qu'il fait des enquêtes, que c'est compliqué, que c'est fédéral. Mais à chaque fois, on relance. Donc, c'est quelque chose que nous n'abandonnons pas. À chaque fois, on relance. On essaye d'informer la source, les auteurs Mais il y a tout un travail qui est fait et qui est important, qui montre à l'État, en tout cas, que nous ne relâchons jamais notre vigilance sur ces terrains, même si, là aussi, l'État utilise tous les arguments. À un moment, pour les 43, l'État nous disait, alors qu'on avait examiné les conditions de recevabilité de manière très sérieuse, vous êtes dessaisis parce qu'il y a le groupe interdisciplinaire d'experts internationaux qui est saisi, donc maintenant c'est plus à vous de vous en occuper. Et à un certain moment, les diplomates mexicains nous disaient oui, eux ils coopèrent très bien, c'est pas comme vous, vous êtes mauvais, eux ils sont très bien. Sauf qu'après ils sont devenus très mauvais. Et je dois dire qu'on a eu des rapports très étroits avec des experts du groupe qui sont venus à Genève. On les a rencontrés en même temps que le groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires. Moi-même, comme président, j'avais été, pour une autre chose, à San José, où nous avions rencontré tous les membres de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, et puis le président de la Commission interaméricaine. Je l'avais revu à New York avec son secrétariat. Donc,
Nous travaillons tous dans le même sens et nous informons mutuellement, ce qui fait qu'on s'aperçoit qu'il y a des sons de cloche assez différents qui viennent des autorités mexicaines du jour au lendemain ou d'une session à l'autre, en soufflant le chaud et le froid, avec pas mal de contradictions. Alors, dernière chose, c'est que depuis l'origine, avec les informations que nous recevons des ONG, nous avions souhaité faire une visite dans le pays. Dans la Convention, il y a une disposition, c'est l'article 33, qui prévoit, lorsqu'on a des informations crédibles de violations systématiques, nous pouvons demander une visite dans le pays, et c'est une obligation juridique pour l'État d'accepter cette visite. Alors là aussi, le Mexique a traîné le plus possible. On a envoyé une lettre formelle pour demander une réponse, et nous n'avons pas encore la réponse. C'est aussi une des priorités du comité d'avoir cette visite sur le terrain. Et là aussi, le Mexique trouve qu'il y a des tas de rapporteurs sur le sport ou des choses comme ça qui sont beaucoup plus utiles et importants que nous. Et donc on n'a pas le temps de nous recevoir parce qu'on a tel ou tel rapporteur ou procédure spéciale qui doit venir. Mais là aussi, c'est quelque chose qu'on ne va pas lâcher. Voilà grosso modo les 3 terrains sur lesquels on agit. On continuera évidemment d'agir. Et plus vous nous envoyez d'informations factuelles, fondées, plus c'est important. Et j'espère que beaucoup de gens verront ce film à Genève aussi. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, juste 2 petits mots. C'est vrai que pour Amnesty International, le comité ne va pas lâcher, les familles ne vont pas lâcher, les Mexicains ne vont pas lâcher, Amnesty International non plus. Et c'est très important parce que Emmanuel rappelait, en fait, le Mexique a joué un rôle très important pour l'adoption de la Convention sur les disparitions forcées, à côté de l'Argentine, à côté de la France et d'autres pays. Mais comme très souvent, on voit le Mexique, lorsqu'il est dans les enceintes des Nations Unies, il est très porteur, il est très motivé pour faire adopter, pour aller de l'avant, etc. au niveau international. Mais dès que ça arrive chez lui, comme d'autres États, et cela arrive parfois même avec la France, eh bien là on voit que tout d'un coup, il n'y a plus du tout le même intérêt, voire que ça devient un handicap. Et c'est vrai qu'au-delà de la question des disparitions forcées, il y a d'autres sujets, mais extrêmement graves au niveau des droits humains au Mexique. Nous travaillons en parallèle des disparitions, on travaille beaucoup aussi sur la torture, sur l'utilisation de la torture, et tout ça va de pair, c'est-à-dire que la torture est extrêmement utilisée aussi pour obtenir des aveux. C'est-à-dire qu'il faut arrêter des gens, montrer qu'on mène des enquêtes, donc on a besoin de coupables. On l'avait déjà vu mis en œuvre à grande échelle dans la question des féminicides à Ciudad Juárez et dans tout le nord du Mexique, où effectivement il y avait un regard de la communauté internationale. Donc on va arrêter des personnes, on va les torturer, on obtient des aveux, et puis après on dit ça y est, on les a trouvés, on a fait notre travail. Et l'utilisation de la torture est quasi systématique. Et nous, on a sorti l'été dernier un rapport sur la torture auprès des femmes. Il y a un pourcentage non négligeable de femmes qui sont arrêtées pour des motifs divers. On a fait sortir un certain nombre de femmes qui avaient donné des aveux sous la torture et donc avaient été condamnées pour des raisons sur le narcotrafic ou autre, alors qu'elles n'avaient absolument rien fait. Et ce qu'on a constaté, et ça donne l'ampleur de la situation, sur 100 femmes que nous avons pu interroger dans les prisons et de façon aléatoire, les 100 avaient suivi des violences verbales ou psychologiques. Il y en avait de mémoire environ 80 qui avaient subi, elles, des violences physiques mais très importantes, et il y en avait à peu près 30 qui, elles, avaient subi des violences sexuelles et des viols. Et la question de l'utilisation du viol aussi est assez importante, et on sait que certaines ne l'ont pas déclaré, mais que ce sont des choses vraiment majeures. Et à chaque fois, là aussi, qu'on demande des enquêtes, et le traitement d'ailleurs du rapporteur spécial sur la torture ou du comité de suivi sur la Convention de la torture est à peu près équivalent. D'ailleurs, il a été accusé pratiquement de mentir par le gouvernement, etc. Et il y a un refus vraiment de remise en cause par rapport à une situation qui est absolument catastrophique.
il y a une chose qui est très importante, et c'est pour ça que c'est important que vous soyez là ce soir, c'est important que vous signiez les pétitions, c'est que par contre, autant il y a des États, et j'ai vu ce soir, nous avons aussi des représentants d'associations de disparus en Algérie, au Maroc, etc. Autant il y a des pays où finalement l'image qu'ils peuvent avoir leur apporte peu au niveau international, autant le Mexique, lui, veut effectivement avoir une image positive au niveau international. Et le fait qu'on fasse savoir et qu'on communique, on diffuse le film et qu'on organise des événements sur Ayotzinapa est quelque chose qui les irrite profondément. Et d'ailleurs, si vous regardez ce que fait l'ambassade du Mexique à Paris, elle organise énormément d'événements culturels. Il y a beaucoup de relations aussi économiques, etc., parce qu'ils veulent d'une certaine façon camoufler la situation des violations des droits humains au Mexique pour donner un éclairage positif. Et donc, il faut qu'on continue à en faire entendre la voix, et à la fois de Ayotzinapa, mais des torturés, des disparus, des familles, parce que l'impact dans le pays est en plus catastrophique. Moi, j'y étais il y a 1 an, et j'ai rencontré de nombreuses familles de disparus notamment. C'est épouvantable, mais maintenant la parole est à vous, et on aura sûrement l'occasion au cours des questions-réponses. Donc, voilà, allez-y. Il y a des tas de rapports et c'est très louable que ces actions soient faites, qu'on continue, que tous les gens continuent à leur niveau et à différents niveaux d'ailleurs. Mais il y a quand même une chose qui m'interroge, c'est que cette situation n'est pas nouvelle au Mexique. C'est-à-dire que depuis les années 60, il y a des disparus, il y a des torturés, il y a des violences sexuelles en prison. On peut se rappeler par exemple le cas des prisonniers de l'Atenco en 2006, etc. etc. Et on a l'impression qu'il n'y a aucune pression qui est exercée sur le Mexique par le reste des États qui devraient le faire. Vous venez d'en parler, vous dites que le Mexique, il y a des tas d'accords commerciaux, etc. Alors, est-ce que Amnesty ou d'autres organisations font aussi du travail de lobby auprès des autorités, notamment françaises, pour qu'il y ait effectivement une condamnation de la part des autorités françaises? Bon, que ça, d'autres pays ont subi des formes de pression et ont été, entre guillemets, punis dans des petits pays. Voilà, donc c'est un petit peu... Bien sûr qu'on fait du plaidoyer, mais on est dans un environnement où aujourd'hui, on voit bien qu'en France, l'opinion publique, j'aime pas utiliser le mot opinion publique parce que ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, on ne sent pas une préoccupation majeure par rapport à la situation des droits humains au Mexique. On l'avait vu au moment de Florence Cassés, mais elle a été libérée. Et puis tout d'un coup, bon, moi je ne connaissais pas son dossier, mais il y avait des milliers et des dizaines de milliers de personnes dans les prisons au Mexique qui étaient arrêtées de façon arbitraire, torturées, etc., et bien plus maltraitées. Mais c'est vrai que c'est très très difficile à faire passer comme message parce que... Il y a zéro information sur l'Amérique latine dans les médias. Merci beaucoup. C'est le vide absolu. Mais c'est extrêmement difficile de faire bouger les choses. Et c'est pour ça que par contre, il faut sensibiliser les personnes. Et il y a eu, et on le voit bien, c'est aussi un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui avec ce qu'on appelle les sociétés civiles, c'est-à-dire qu'il va y avoir un événement. Quand il y a eu les disparitions à Ayotzinapa, on a vu, il y a eu des manifestations, il y a des choses qui se sont passées, on en a parlé. Mais très vite, il y a eu, comme ils disent, hein, il y a eu les vacances, c'est-à-dire les fêtes de Noël, de fin d'année. Et puis on est passé à autre chose. Et on le voit systématiquement, c'est-à-dire qu'il va y avoir un engouement. Et ce que Peña Nieto, et quand nous on l'accuse de cynisme, a fait, c'est il a attendu tranquillement que ça retombe.
que les gens passent à autre chose. Et puis, il a fait quelques promesses, ils font toujours quelques promesses en disant on va faire des enquêtes, etc. Ça retombe. Et puis, eux, ils continuent alors que, eh bien, les associations, la mobilisation va aller sur autre chose. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on retrouve à chaque fois des outils, des moyens de mobiliser. Et là, si de votre côté aussi, vous pouvez organiser des projections de films, nous, on va voir aussi comment on peut le faire. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à remonter, si je peux dire, dans l'opinion, les situations. Mais c'est vrai que c'est assez difficile. Et même nos gouvernements, tant qu'ils ne voient pas que c'est un sujet qui préoccupe leur opinion, d'accord, ils ne vont pas s'en préoccuper. Eux, ils vont continuer à faire leurs affaires. Donc, c'est vraiment l'importance de mobiliser les personnes, de faire signer, d'organiser des événements pour que ça prenne de la place. Et aussi sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, donc diffuser, etc., pour que ça remonte, parce que sinon, ça passe pas. Oui, s'il vous plaît. J'ai une question, c'est-à-dire j'essaie de comprendre, bon, quand même c'est récent, c'est 2014. Et moi, ça m'interpelle. Je suis originaire du Maroc. C'est un pays qui a connu la disparition forcée de façon très intense dans les années 60, 70, 80. Mais bon, à la fin du règne de Hassan II, bon, il a essayé de solder ce passé. Bon, on a eu quelque chose qui s'appelle l'instant sécurité et réconciliation. C'est-à-dire, bon, le pouvoir a voulu solder ce passé. Donc, beaucoup de gens étaient appelés à témoigner, à poser des dossiers. Puis bon, peu importe le résultat, c'est pas ce que je veux discuter. Mais quand même, bon, maintenant, je vous pose la question. Bon, le Maroc, c'est pas une démocratie. La disparition, je pense, existe, mais je pense qu'il est faible. Le Mexique, c'est intense, il y a un volume important. Très important. Tout à fait. Est-ce que c'est lié à des facteurs internes de ce pays? Et je peux comparer par rapport à ce qui est autour. On prend un pays comme l'Argentine, où il y a eu une certaine justice transitionnelle, certains pays comme le Nicaragua, etc. Il y a quelque chose. Est-ce que c'est un hasard ou c'est peut-être un facteur externe? Le lien avec les États-Unis, on sait que les États-Unis, il est très présent. Il y a eu tout un programme de lutte contre, soi-disant, l'argent de la drogue, mais c'est paradoxal. C'est-à-dire il y a quelque chose. Et ces relations avec les États-Unis sont très puissantes. Et est-ce que c'est la même chose avec la Colombie? Donc moi, ça m'interpelle. Ça m'interpelle et je dis, est-ce que c'est pas aussi cette connivence des États-Unis avec un État, ce soutien, parce que les États-Unis, on sait quel est leur rôle et sa domination sur le monde entier. Tout à l'heure, on parle des médias, mais ces médias sont aussi à la solde des puissants. Voilà, moi, il y a quelque chose qui m'échappe. Oui, alors là, je réponds à titre personnel. Je crois qu'il y a une situation géopolitique spéciale du Mexique, c'est évident, avec tous les phénomènes de migration. Alors là, il y a vraiment beaucoup de gens qui disparaissent, avec peut-être aussi des éléments de traite des êtres humains. Ça ajoute encore un facteur supplémentaire, et c'est évidemment très difficile de trouver la trace des personnes qui disparaissent, qui sont étrangers, avec le HR a des analyses sur les personnes déplacées, les personnes qui disparaissent dans le désert ou à la frontière américaine, avec aussi tout le problème de la traite des femmes. Et là, tous les phénomènes de féminicide ont été étudiés par le comité CEDAW, le comité contre la discrimination à l'égard des femmes. Et le comité prépare une nouvelle enquête sur les féminicides au Mexique, avec, je crois, un questionnaire que toutes les ONG peuvent répondre jusqu'en février. Donc ça, c'est un phénomène, je crois, qui est assez particulier et qui est différent du phénomène d'une dictature militaire comme en Argentine, par exemple. Un autre phénomène que vous avez souligné, c'est que si on regarde les tableaux du groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires sur 30 ans, on s'aperçoit qu'il y a des montagnes russes. Donc il y a eu une période au Mexique où il y a des disparitions forcées et il n'y a jamais eu vraiment la vérité sur ces disparitions. Donc là, c'est aussi une leçon. Si on n'a pas ce travail de vérité, de mémoire, on peut recommencer très facilement. Et je crois que ça, c'est vraiment une leçon qu'il faut tirer. Bon, j'allais me répéter un peu, mais j'ai vu des chiffres, je cite un peu de mémoire, mais je crois qu'en 2015, il y avait eu environ 13 disparus par jour au Mexique,
de ces disparitions, c'est très compliqué, c'est très divers, qui va de la traite de femmes aux migrants jusqu'aux crimes liés avec le crime organisé. Mais il est vrai qu'au Mexique, il y a eu une politique de contre-insurrection, particulièrement dans l'état de Guerrero à Iguala, contre un mouvement de guérilla formé par des ex-étudiants de cette école-là, par des généraux formés par les États-Unis, qui ensuite ont été accusés d'avoir des liens avec le trafic de drogue. Alors c'est tout un maillage de liens entre policiers, armées, crimes. Et oui, et pour insister là-dessus, alors là je vous invite à voir un documentaire que j'ai fait déjà il y a plusieurs années qui s'appelle Le crime de Zacarias Barrientos, qui parle justement d'une commission, d'une fiscalia qui a été mise en place dans les années 2000 pour juger les responsables de la guerre sale, de la guerre anti-subversive, qui a fait dans l'état du Guerrero environ 600 disparus. Cette fiscalia a disparu après l'assassinat notamment de son principal témoin, qui s'appelait Zacarias Barrientos, donc qui est le personnage principal de ce documentaire, que vous pouvez trouver là-bas, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que je pense que le problème, c'est l'impunité. Comme il y a eu déjà des crimes contre l'humanité ou des crimes de lèse-humanité dans les années 70 qui n'ont pas été jugés, ça permet à tous les gens aujourd'hui qui veulent faire disparaître quelqu'un de le faire. Après, le rapport avec les États-Unis, bien sûr, tous ces migrants, moi je me demande pourquoi on tue les migrants qui vont aux États-Unis. Quel est le sens? Ça, c'est personnel. Oui, oui, pardon. Oui, non. Voilà, c'est ça. Et après, effectivement, comme tout le monde a dit, on ne sait pas toujours qui fait disparaître qui ou pourquoi, les causes, n'est-ce pas? De ce que je crois, quand on parle des 28, 30 000, on ne sait pas exactement aujourd'hui. Déjà, il faut savoir que ce ne sont pas les migrants qui sont dedans, ce sont les Mexicains. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est un chiffre à minima, parce qu'il y a beaucoup de familles qui n'osent pas déclarer leurs disparus, parce qu'elles sont elles-mêmes derrière menacées. Et moi, j'ai rencontré énormément de femmes, justement dans les réunions qu'elles organisent entre elles, parce que là, on a beaucoup parlé des recherches, mais il faut voir aussi qu'il y a beaucoup de groupes qui se créent avec notamment des femmes pour se soutenir parce qu'ils font des dépressions très fortes. Elles parfois refusent de sortir, de manger, elles arrêtent de vivre et donc ces groupes leur permettent de tenir entre elles, mais il y en a beaucoup qui ne déclarent même pas parce que le fait de déclarer peut les mettre en danger parce qu'on ne sait pas pourquoi. Il y a un aspect qui est très important, les chiffres dont on parle, c'est depuis 2006, c'est depuis la guerre qui a été déclarée contre le narcotrafic. Et là, effectivement, les États-Unis aussi ont un rôle important puisqu'ils subventionnent en grande partie. Et du fait de subventionner, comme c'est à l'armée qu'on a confié cette mission, eh bien, l'armée a besoin de montrer des résultats. Et montrer des résultats, c'est comme arrêter et torturer, on va faire aussi disparaître les personnes. Extraño tanto tus besos, tus abrazos. Vivirás hoy para siempre. Las estrellas iluminaron tu camino. Hijo mío, por siempre te amaré.